Congo Avenir. Mokaya Bako. En 1910, les Belges et les Allemands vont se convenir des frontières de l'Est entre nous et le Rwanda-Urundi. Et on va déplacer en 1910 la frontière de l'Est. C'est ainsi que Congo, notre pays, va perdre la localité de Tchangungu et de Gisenyi, qui étaient des localités congolaises. En 1910, ces localités passent au Rwanda. On donne 6 mois à ces populations. Ceux qui veulent devenir rwandais, ils traversent du côté rwandais. Ceux qui veulent devenir congolais, ils traversent du côté congolais. C'est ainsi que le 9 mai 1916, les militaires congolais vont libérer Kigali. Le 6 juin 1916, les militaires congolais libèrent Bujumbura. En 1925, pour faciliter l'administration, la Belgique va annexer le Rwanda et l'Urundi au Congo belge. Et ils deviennent la 7e province du Congo belge. En 1930, les Belges vont considérer qu'il y a trop de population au Rwanda par rapport au Kivu. Ils vont lancer une politique, une mission, ça s'appelle MIB, Mission Immigration Banyarwanda. Aller chercher des populations au Rwanda pour venir les installer dans le Kivu. À peu près 50 000 Tutsis, 60 000, en 1959, quittent le Rwanda pour venir au Congo. Parmi eux, il y a un certain Barthélemy Bisengimana. Et parmi les gens qui partent en Ouganda, il y a un couple. Le mari s'appelle Deogracias Rutangabwa et sa femme s'appelle Osteria Rutangabwa. Ils traversent la frontière pour aller en exil avec leur enfant qui a 2 ans. Le petit réfugié qui est né en 1957, en 1959, donc il a 2 ans. Ce petit garçon s'appelle Paul Kagame. Il va aller en exil en Ouganda. Congo Avenir. Mokaya Bako. Madame, Monsieur, vous avez devant vous un assoiffé du savoir, amoureux de son pays, et non un technicien du savoir, comme le disait Jean-Paul Sartre. Il cherche à connaître la vraie histoire de son pays, la République démocratique du Congo, et ce depuis plusieurs années, pour un avenir meilleur au profit de tous. Originaire de la province du Maniema, Thomas Luaka Losenjola est né à Kindu le 18 novembre 1963. Fils de Luaka et de Kalafula, il dispose d'un diplôme d'études supérieures en droit de l'université Panthéon Paris 2, puis d'une maîtrise en sciences publiques de l'université, toujours la même, Panthéon Paris 2. Député national et ce, à 2 reprises, depuis 2003, 2011, puis actuellement, l'honorable Thomas Luaka a été président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, vice-premier ministre, ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication. Il a été ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction. Avocat de son État, il a inscrit au barreau de Kinshasa-Gombe. Maître Luaka Losenjola est détenteur d'une médaille d'or de mérite civique de la République démocratique du Congo. Désiré d'avoir un esprit sain dans un corps sain, Sensei Luaka est ceinture noire, 2e dan judo, et dans sa carrière, il a été champion de judo à Paris. Alors, pour que nous puissions avoir cet événement dans de bonnes conditions, nous allons vous demander, s'il vous plaît, madame, monsieur, de mettre votre téléphone sous mode vibreur ou carrément sous mode silencieux. Nous n'allons pas beaucoup parler. Nous invitons très respectueusement l'honorable Luaka pour sa prestation. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus. En tout cas, mes sincères remerciements. Je sais qu'on est samedi. Vous avez des agendas très chargés, mais vous avez accepté de consacrer quelques minutes à cet échange qui concerne l'histoire de notre pays. Je vous en remercie et que Dieu vous bénisse. Comme vous le savez, je ne suis pas historien de formation, mais j'ai une petite passion
pour l'histoire de notre pays. C'est comme ça que je m'intéresse aux faits historiques. Et j'ai pensé que, étant donné la situation actuelle à l'est de notre pays, il était quand même bon de faire le point sur les relations qui existent entre nous et notre voisin, le Rwanda. Mais avant de commencer, je peux vous dire qu'hier, j'ai eu une très bonne surprise. Il y a une fille qui m'a appelé. Il dit, voilà, il y a un monsieur belge qui est ici, qui vous cherche. Il voudrait vous rencontrer. Et je suis allé à l'Académie des Beaux-Arts, j'ai vu le monsieur. Il m'a dit, en fait, je suis le petit-fils d'une dame belge qui était venue au Congo en 1942, dans les années 40, jusqu'à 1952. Elle est venue avec son mari. Son mari était le directeur, le représentant de Belgica, une société de l'époque, à Kindu, dans les Maniema. Et cette jeune, donc la grand-mère, à l'époque c'était une jeune fille, jeune femme, elle est venue au Congo avec sa caméra. Et comme ça, il passait son temps à filmer des événements. Et dans les archives de cette grand-mère, mon interlocuteur d'hier a retrouvé 3 cérémonies où on parle et on filme mon grand-père, le sergent Lufungula. Premier élément, c'est l'arrivée du gouverneur général de la colonie Jungers, qui va à Kindu et pendant qu'il arrive, il honore le sergent Lufungula. Deuxième événement, on organise toute une fête pour le sergent Lufungula. Et troisième élément, le tout fait 7 minutes. Troisième élément, c'est l'enterrement du chef Lufungula, que cette dame a filmé. Donc, en tout cas, je tiens à remercier ce monsieur parce qu'il est aujourd'hui dans la salle pour m'avoir fait cette belle surprise. Je vous prie de vous lever pour que la salle vous acclame. Donc, prochainement, je vous projetterai ce petit film de 7 minutes. Vous allez pouvoir voir exactement qui était le sergent Lufungula. On revient maintenant à notre histoire. En introduction, on peut dire qu'on parle de l'Afrique précoloniale. Quand les Blancs ne sont pas encore arrivés, c'était comment dans cet espace? Dans cet espace, il y avait des organisations politiques. Nous les connaissons. Les plus célèbres de ces organisations politiques, c'est le Royaume Congo. Il y avait le Royaume Congo, il y avait le Royaume Kuba, le Royaume Lunda, l'Empire Luba. L'Empire Luba avec les grands chefs qu'on appelait les Molopwe, et les commandants en chef de l'armée de l'Empire Luba, on l'appelait Kalala, qui est devenu aujourd'hui un nom commun, alors qu'à l'époque c'était un titre. Et au nord, on a les royaumes des Azande, des Mangwetu. À l'est de notre pays, il y a aussi des organisations politiques, les Bushi, les royaumes du Bushi, le royaume du Rwanda, l'organisation des Bahavu, des Nande, des Boulega. Donc, des organisations politiques précoloniales existaient déjà. Lorsque les Belges arrivent, avant même l'arrivée des Belges, à l'est du pays, il y a les Arabes qui arrivent. Les Arabes arrivent au Congo à peu près vers 1860. C'est des commerçants. Ils sont à la recherche de 2 choses. Les pointes d'ivoire et les esclaves. Ils sont en train d'acheter des esclaves, de capturer des esclaves qu'ils vont revendre à Zanzibar. Nous connaissons tous cette histoire. Ces Arabes qui s'installent à l'est de notre pays parlent une langue qui est un mélange des langues bantou et de l'arabe. Cette langue mélangée, ce mélange sera connu aujourd'hui sous le nom de Swahili. Donc le Swahili est cette langue que ces gens-là parlaient et qui est restée dans tout l'ouest du pays. On va rapidement. Stanley, qui vient par la Tanzanie, il cherche les sources du Nil. Et on lui dit que si tu vas plus à l'ouest, tu entres dans le continent, il y a un grand fleuve qui remonte vers le nord. Probablement, c'est la source du Nil. Stanley continue sa route jusqu'à entrer dans les Maniema et là, il va tomber sur les Lualaba. Il dit, ah, voilà
la rivière en question. Il est sûr qu'il a découvert l'origine du Nil. Il commence à remonter, il remonte, et puis il arrive à Kisangani. La rivière bifurque, au lieu de continuer au nord vers l'Égypte, va vers l'ouest. Il dit non, ça ce n'est pas le Nil, c'est autre chose. Et il va continuer à descendre ces fleuves, en arrivant à Kinshasa, jusqu'à l'embouchure, il découvre que c'est le fleuve Congo. Donc c'est le premier Européen à naviguer sur le fleuve Congo à partir de l'Est jusqu'à Boma. Il arrive en Europe, il explique ce qu'il a découvert, un pays magnifique, inconnu de tout le monde, et les Anglais, il était anglais, les Anglais ne s'intéressent pas à l'aventure, mais le roi des Belges, Léopold II, ça l'intéresse. Il va recruter Stanley, il dit à Stanley, tu deviens mon employé, maintenant tu rentres au Congo, et cette fois-ci, quand tu arrives là-bas, tu négocies avec les chefs coutumiers et tu signes des traités avec eux, où ils me reconnaissent, moi, je suis leur souverain. Stanley revient, il se met à négocier des traités, entre autres ici à Kinshasa, avec les grands chefs des Teke qui étaient ici, des Oumou qui étaient ici, il s'appelle Ngaliema. Il signe avec Ngaliema des accords. Les sous-chefs de Ngaliema, il y en a un qui s'appelle Ntambo, qui est vers magasin Kitambo, il signe des accords avec lui. Il descend plus loin vers le Bichingobila, et notre chef qui est là, qui s'appelle Ntsasa, il signe aussi des accords avec lui. Et les postes, le village de Ntamba, chez les Teke Umbu, pour localiser un lieu, on met le préfixe qui devant, qui veut dire chez. Donc, chez Ntambo, ça veut dire en Kiteke Umbu, c'est Kitambo. Chez Ntsasa, ça devient Kinshasa. Donc, l'origine de Kinshasa, les Belges vont franciser ça à Kinshasa. Donc, voilà l'origine de Kintambo et de Kinshasa. Kingakati, Kingasani, Kimbanseke, c'est leur appellation. Les qui veut dire chez tel chef. Donc, ça se passe bien. Ils récoltent les signatures, ils remontent en Europe. Et le roi Léopold II dit, lorsque tu signes un accord, tu mets les drapeaux de l'Association internationale pour le Congo. Association internationale du Congo, AIC. Et Stanley pose les drapeaux partout. Mais il va se poser un problème. Dans la région, il y a d'autres puissances. La France, le Portugal, l'Angleterre aussi sont là. Ces pays-là ne reconnaissent pas les drapeaux d'une ONG. Il dit c'est une ONG. On ne peut pas respecter les drapeaux d'une ONG comme les drapeaux d'un pays. Léopold II est coincé dans son aventure. Qu'est-ce qu'il va faire? Les autres ne veulent pas reconnaître ces drapeaux-là. Donc ils peuvent à tout moment lui récupérer ces territoires. Léopold II va se confier à son ami, général Sanford. Le général Sanford, c'est l'ancien ambassadeur des États-Unis à Bruxelles. Il explique à Sanford son problème. Sanford dit, il n'y a pas de problème, moi je vais à Washington. Il va à Washington, on est en 1883. Il va à Washington, il va faire du lobbying auprès du président américain. À l'époque, il s'appelait Chester Arthur. Il lui explique qu'il faut soutenir l'idée de créer un État au centre de l'Afrique. Chester va aller au Sénat américain, où il va tenir un discours pour convaincre les sénateurs de reconnaître cet État. Et c'est ainsi que, au mois de mai 1884, le Sénat américain prend une résolution reconnaissant les drapeaux de l'AIC comme l'emblème d'un gouvernement ami. C'est ainsi que les États-Unis sont le premier pays au monde à reconnaître l'État du Congo. Les autres pays vont crier au scandale. Comment on peut reconnaître un État d'une ONG? C'est comme si aujourd'hui la Croix-Rouge dit que j'ai créé mon pays. L'UNICEF dit j'ai créé un pays. Donc voilà comment le Congo est créé. En 1800, est reconnu par les États-Unis. Mais Léopold II a besoin d'une reconnaissance quand même internationale. À ce sujet, il y a des tensions qui commencent à se poser entre les Européens. Les Anglais ont un projet qu'ils appellent C2C Project. C'est quoi? Les Anglais disent en Afrique, ils prennent C2C, ça veut dire de Cape Town au Caire, en Égypte.
de l'Afrique du Sud jusqu'au Caire, ils prennent une latte, ils tracent une ligne sur la carte de l'Afrique. De Cape Town jusqu'au Caire, ils disent tout le territoire qui est à droite de cette ligne doit appartenir à la Grande-Bretagne. Et lorsqu'aujourd'hui vous faites cet exercice, vous allez voir qu'une grande partie du Congo se retrouve dans ces territoires. Les Allemands, qui sont aussi à l'Est, ont une ambition, eux, c'est de relier leur territoire, Tanganyika, Tanzanie, avec leur autre territoire qui est le Cameroun et le Togo. Donc ils veulent aussi traverser l'Afrique. On dit, ok, ça finira par nous amener à la guerre, on est des gens civilisés, il faut qu'on se réunisse. C'est ainsi qu'ils vont convoquer la conférence internationale de Berlin pour régler tous ces problèmes. Et à la conférence de Berlin, qui s'est tenue du 15 novembre 1884 au 26 février 1885, présidée par le chancelier allemand Bismarck, les quelques principes vont être retenus en ce qui concerne le Congo. Premier principe, la neutralité du territoire du Congo. Même en cas de guerre, le Congo doit rester neutre. Deuxième principe, la liberté du commerce. Tout celui qui veut aller au Congo faire du commerce, du business, a le droit d'y aller. Troisième principe, la liberté de navigation sur le fleuve Congo et ses affluents. Voilà les principes sur lesquels le Congo est reconnu à Berlin. Mais Léopold II, intelligent qu'il était, pendant la conférence, il va commencer à travailler une à une les délégations de chaque pays dans le couloir pour que ces gens-là reconnaissent l'État indépendant du Congo. Parce que jusque-là, il n'y a que les États-Unis qui reconnaissent. C'est ainsi que l'Allemagne va reconnaître le Congo le 3 novembre 1884, avant même la conférence. Pourquoi? Parce que Bismarck est l'ami personnel de Léopold II. Et n'oubliez pas non plus que Léopold II, son père, Léopold Ier, est d'origine allemande. C'est un prince allemand. La Grande-Bretagne, le 16 décembre, l'Italie, l'Autriche, l'Espagne, la Russie et la France reconnaissent le Congo le 5 février 1885, la Suède, le Portugal, le Danemark et la Belgique. La Belgique est le dernier pays à reconnaître l'État indépendant du Congo, c'est le 23 février 1885. Le seul pays qui a participé à la conférence de Berlin et qui n'a pas reconnu le Congo pour le moment, c'est la Turquie. La Turquie viendra reconnaître le Congo au mois de juin 1885. Mais tous les participants, Léopold II a récolté les signatures. Et avant la clôture, je vous ai dit que ça va se clôturer le 26, le 25, les délégués de Léopold II vont demander, informer la conférence que tous les participants ont reconnu l'État indépendant du Congo. Ils demandent à la conférence de prendre acte. Et en tant que tel, puisque c'est un État souverain reconnu, le Congo est le seul pays africain signataire de l'acte final de la conférence de Berlin. C'est le seul pays africain qui a signé cet accord de Berlin. Donc, le Congo est reconnu et le 1er juillet 1885, on proclame officiellement la naissance de l'État indépendant du Congo dans notre première capitale qui s'appelle Vivi. Et ce jour-là, un navire de guerre américain sur l'océan Atlantique va tirer 21 coups de feu pour saluer la naissance d'un État ami. Donc les Américains étaient là, c'est le premier pays qui a reconnu le Congo, et c'est le pays qui était là les jours où on proclame officiellement l'État indépendant du Congo. Vous comprendrez la suite, l'intérêt que les Américains ont toujours eu sur le Congo. Ça, disons, la conférence de Berlin se termine, on se met d'accord. Le Congo-Brazzaville, ah oui, un petit élément.
Il y a les Français ont traîné pour signer avec Léopold II parce qu'ils ont une divergence. Les revendications de Léopold II, c'est les bassins du fleuve Congo et du Kwilu-Nyari. Ça veut dire une partie du Congo-Brazzaville. Les Français disent à Léopold II, nous ne pouvons pas accepter ça. Tu ne peux pas à la fois prendre Boma et Banana et prendre le Kwilu-Nyari. Tu dois choisir. Après avoir hésité, Léopold II va lâcher une partie du Congo-Brazzaville, le Kwilu-Nyari, pour prendre Banana et Boma dans notre compte. C'est comme ça que le Congo, notre pays, va perdre une partie du Congo-Brazzaville et nous allons rester de ce côté du fleuve. Et la conférence de Berlin aussi va reconnaître l'Allemagne comme puissance qui gère le Rwanda, le Burundi et la Tanganyika, qui viendra par la suite la Tanzanie. Donc là, on finit la première période, l'État indépendant du Congo. On entre maintenant dans la deuxième période, il y aura 4 périodes, hein, je vais aller vite. On entre dans la deuxième période, ce qu'on appelle les Congo belges. Léopold II va être plus malin, il va se prendre plus malin que tout le monde. Premièrement, il va créer des droits de douane, alors que ce n'était pas prévu, des droits de douane. Deuxièmement, Léopold II va commencer à favoriser ses propres entreprises en empêchant les autres de venir bénéficier du Congo. Et en 1888, il y a un Américain qui découvre comment on peut fabriquer des pneus sur base du caoutchouc. Donc le caoutchouc devient une matière première très très importante. Et ça se trouve en grande partie au Congo. Léopold II, pour rentabiliser sa fortune, il va pousser les Congolais à cueillir les caoutchoucs pour lui, à les exploiter. Il va prendre des familles en otage, l'administration coloniale, hein, va prendre les familles en otage pour que les maris aillent chercher du caoutchouc et ils ont des quotas. Tu dois amener 5 kilos, tu dois amener 20 kilos de caoutchouc. Et c'est cette période que va apparaître le phénomène des mains coupées. Les mains coupées arrivent comment? Les militaires de la force publique, on leur donne à chacun, disons, 20 munitions, 20 cartouches. Lorsqu'il revient, il doit justifier pourquoi il n'a plus 20 cartouches. La seule explication acceptée par les autorités coloniales, j'ai été obligé de tirer sur quelqu'un parce qu'il résistait. Je l'ai tué. Mais pour que les militaires ne se mettent pas à mentir, en disant j'ai tué quelqu'un alors qu'il n'a tué personne, il a caché ses munitions. Tu dois amener la preuve que tu as réellement tué la personne. Et la preuve, tu dois amener la main de la personne que tu as coupée. Voilà comment les gens commencent à collecter des mains. Et c'est cet événement-là qui va scandaliser le monde entier. D'autant plus que Léopold II a voulu escroquer la communauté internationale. Ils vont lancer contre lui la plus grande campagne de violation des droits de l'homme du XXe siècle. Et Léopold II, ils essaient de s'accrocher. Les Belges vont lui expliquer que voilà, nous avons parlé avec les Américains, nous avons parlé avec les Anglais. Si tu lâches cette affaire, tu nous remets ça à nous, on va garder le Congo. Si tu continues à t'entêter, ils veulent organiser Berlin 2 à Londres, ils vont t'arracher cette affaire, nous serons tous perdants. Léopold II va léguer les Congo à la Belgique par testament, mais la pression était tellement forte, le Congo est devenu belge en 1908, alors que Léopold II est mort en 1909. Donc on exécute les testaments avant même le décès de Cujus. Donc voilà comment le Congo devient belge. Donc les Belges reviennent, mettent un peu de l'ordre et tout et tout. En 1910, les Belges et les Allemands vont se convenir des frontières de l'Est entre nous et le Rwanda, Burundi. Et on va déplacer en 1910 la frontière de l'Est. C'est ainsi que Congo, notre pays, va perdre, je ne vais pas dire la ville, ce n'est pas une ville, la localité de Tchangungu et de Gisenyi, qui étaient des localités congolaises. En 1910, ces localités passent au Rwanda.
Et on va donner à la population qui se trouve dans cette zone-là, les droits d'opter. Je ne sais pas si vous avez donné 2 mois ou 3 mois. C'était combien de mois pour l'option? 6 mois. On donne 6 mois à ces populations. Ceux qui veulent devenir rwandais, ils traversent du côté rwandais. Ceux qui veulent devenir congolais, ils traversent du côté congolais. C'est comme ça qu'un ami qui est originaire du coin me taquine tout le temps. En disant, vous, Thomas, vous vous prenez pour des vrais Congolais. En disant, nous, les gens de l'Est, on est suspects, on est des nationalités douteuses, alors qu'en réalité, c'est nous les vrais Congolais. Il dit, vous, qui vous a donné le choix de choisir être Congolais ou pas? Les Bakongo, là, les Batete, là, les Balouba, vous êtes réveillés le matin comme ça, vous devenez des Congolais. Mais nous, on nous avait donné le choix. Donc, nous, on est devenus Congolais par choix. Le monsieur dans la salle, il s'appelle Honorable Elvis Moutiri. Tu peux te lever quand on te salue. Donc, ressortissant du Rutshuru, ses grands-parents ont eu à faire ce choix-là. Donc, là, on sait maintenant quelles sont les frontières entre les colonies allemandes et le Congo belge. En 1914, les Allemands vont voir les Britanniques. Il dit, mais vous savez, la colonisation, c'est quelque chose qui doit être laissé à des grandes puissances. Comme nous, l'Allemagne, l'Angleterre, la France, on ne peut pas accepter même des petits pays comme la Belgique. Commence à avoir des colonies. Les Anglais disent, mais vous voulez quoi? Il dit, non, nous vous proposons, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, nous allons nous partager le Congo. Partageons-nous le Congo, on met les Belges dehors. Les Britanniques disent non, on ne peut pas vous suivre parce que la France n'acceptera jamais cet arrangement. Pourquoi la France n'acceptera jamais que le Congo soit partagé entre l'Allemagne et l'Angleterre? Il y a ce qu'on appelle les droits de préemption de la France sur le Congo. C'est quoi les droits de préemption? C'est les droits d'acquérir en premier lieu, de prendre en premier. D'où vient ces droits de préemption? Au départ, le Congo n'a pas d'ouverture sur l'océan. Le Congo est un pays enclavé. L'embouchure du fleuve Congo est une propriété portugaise parce que c'est Diego Cao qui avait découvert ça. Donc nous, on n'a pas d'ouverture. Léopold II va voir les Portugais et dit, mais je ne peux pas exploiter le Congo si je n'ai pas une petite ouverture sur la mer. Donnez-moi quelques kilomètres. Les Portugais refusent. Ils vont dire aux Britanniques, qui étaient la puissance tutélaire du Portugal, un peu le parrain du Portugal, dites aux Portugais de nous donner quelques kilomètres, une ouverture. Les Portugais, les Anglais disent non, on ne veut pas. Léopold II va faire de la grande diplomatie. Il va venir en secret voir les Français et signer avec les Français des accords secrets accordant à la France les droits de préemption. L'accord dit quoi? Moi, Léopold II, si je n'arrive pas à exploiter le Congo, je céderai ça à la France. Et lorsque l'accord est signé, Léopold II va voir les Britanniques. Il dit, si vous ne me donnez pas cette fenêtre, vous me mettez dans une situation difficile. Je ne saurais pas exploiter le Congo, donc je serai obligé d'appliquer cet accord. Ils sortent l'accord. À ce moment-là, les Anglais paniquent parce qu'ils ne souhaitent pas que la France puisse posséder le Congo. Les Britanniques vont demander aux Portugais de donner une ouverture au Congo sur la mer. C'est ainsi qu'on a à peu près les 32 km d'ouverture sur l'océan Atlantique. Et en compensation, on va donner quelques territoires vers Kaemba aux Portugais. Donc, en 1914, les Anglais rappellent aux Allemands que la France a les droits de préemption. Si on se partage tous les deux, il va y avoir la guerre. Arrêtez un peu avec cette idée. Et puis, au mois d'août, le 1er août, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie. 1er août 1914. Puisque la France est l'allié de la Russie, l'Allemagne sait que la France va entrer dans la guerre. Et l'Allemagne va anticiper en allant attaquer la France. Mais puisque la France a ses frontières avec l'Allemagne est très bien défendue, ils vont trouver un passage. Le passage, c'est la Belgique. Les Allemands donnent l'ultimatum à la Belgique. Laissez-nous passer pour attaquer la France. Les Belges refusent parce que c'est un pays neutre.
les Allemands vont envahir la Belgique et occuper la Belgique. Pendant toute la guerre, presque la totalité de la Belgique est occupée de 1914 à 1918. Maintenant, 11 jours, parce que la Belgique est attaquée le 4 août, le 15 août, la population du Congo, au bord du lac Tanganyika, est surprise. Des bateaux de guerre allemands qui viennent de la Tanzanie se mettent à tirer sur les villages congolais, ils attaquent le Congo. Et des commandos allemands descendent vers Kalemi pour couper les lignes de communication, les lignes de téléphone. La guerre commence au Congo. Et les Allemands, en se battant, ils avaient une supériorité en bateaux de guerre. Pendant la Première Guerre mondiale, les Allemands vont occuper totalement les lacs Tanganyika et les lacs Kivu. C'est ainsi que le seul territoire congolais qui a été occupé par l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale, c'est l'île d'Idjoué. L'île d'Idjoué est occupée par l'Allemagne pendant cette guerre. Mais les Allemands essaient toujours d'entrer pour venir quand même conquérir le Congo, mais essentiellement ce qui les attire, c'est quoi? C'est les mines d'or de Kilomoto à Ituri. Ils vont tenter encore en 1915 d'entrer, ils sont repoussés. Le commandant de la force publique, il s'appelle le général Tombeur, Charles Tombeur, c'est un Belge. Il dit, si on laisse les Allemands à chaque fois venir nous déranger comme ça, les Allemands sont à peu près dans leur armée, hein, la DOA, Deutsche Ostafrika, l'Afrique orientale allemande. Le commandant, c'est un général qui s'appelle Paul Vorbeck. Il a 3000 Allemands et à peu près 11 000 Africains comme dans son armée. Le général Charles Tombeur va mobiliser 15 000 militaires congolais de la force publique et traverser la frontière. C'est ainsi que le 9 mai 1916, les militaires congolais vont libérer Kigali. Le 6 juin 1916, les militaires congolais libèrent Bujumbura. Et au mois de juillet, la totalité du Rwanda et du Burundi est occupée par la force publique, c'est-à-dire par les militaires congolais. Ils ne s'arrêtent pas là. Ils vont poursuivre les Allemands en Tanzanie. Et là, il va y avoir 3 batailles importantes que la force publique va remporter sur l'armée allemande. C'est la guerre de Tabora, Dodoma et Mahenge. Vous avez des rues au Congo qui s'appellent Dodoma. C'est des localités en Tanzanie où la force publique, donc nos grands-parents, ont vaincu l'armée allemande. À la fin de la guerre, l'Allemagne a perdu la guerre. Et comme vous le savez, comment ça se passe? L'Allemagne a perdu la guerre, on va lui confisquer toutes ses colonies. Et les vainqueurs vont se partager les butins de guerre. La France va prendre le Togo et une partie du Cameroun. La Grande-Bretagne va prendre une partie du Cameroun, la Tanzanie. L'Afrique du Sud va prendre la Namibie, qui était une colonie allemande. Et la Belgique, en 1923, la Société des Nations, qui était l'ancêtre des Nations Unies, va accorder le Rwanda et le Burundi à la Belgique. En 1925, pour faciliter l'administration, la Belgique va annexer le Rwanda et le Burundi au Congo belge. Et ils deviennent la 7e province du Congo belge. Le Congo à l'époque a 6 provinces, Léopoldville. Actuellement, c'est Congo central, Kinshasa et Bandundu. Ça s'appelait Léopoldville. 2e province, c'est l'Équateur. 3e province, c'est la province orientale. 4e province, c'est le Kivu. 5e province, c'est le Katanga. 6e province, c'est le Kasaï. Et les Rwanda-Urundi deviennent la 7e province. À ce moment-là, on devient pratiquement un seul pays parce qu'on a le même chef d'État qui est le roi des Belges, le même gouverneur général qui habite ici à Kinshasa, la même armée, c'est la force publique qui sécurise le Congo et qui sécurise le Rwanda et le Burundi. La même monnaie, c'est la même banque centrale qui produit la monnaie pour cette entité. Donc voilà comment notre aventure commence avec le Rwanda. En 1925, le Rwanda-Urundi est annexé au Congo. En 1930, les Belges vont considérer qu'il y a
trop de population au Rwanda par rapport au Kivu. Puisque c'est devenu le même pays, ils vont lancer une politique, une mission, ça s'appelle MIB, Mission Immigration Banyarwanda. Ça consiste à quoi cette mission? Aller chercher des populations au Rwanda pour venir les installer dans le Kivu. Et c'est ainsi que de 1930 en 1950, les populations sont mobilisées au Rwanda et venues installer dans le Kivu, essentiellement dans les territoires de Masisi. Juste pour vous donner un exemple, en 1948, il y a eu 47 000 Rwandais qu'on a amenés cette année-là, qu'on a amenés du Rwanda, qu'on est venu installer au Congo. Donc, ces groupes-là, au Kivu aujourd'hui, on les appelle les transplantés. Les Rwandais qui ont été récupérés au Rwanda, qu'on est venu installer au Kivu. Essentiellement des Hutus, même s'il y avait quelques Tutsis. Mais la grande majorité, c'était des Hutus. Et puis, pour aller vite, là, c'est les transplantés. On arrive en 1959. Les systèmes coloniaux qui étaient en place au Rwanda, l'administration était confiée aux Tutsis, qui étaient un peu les évolués là-bas. Chez nous, on avait les évolués de toutes les tribus, mais là-bas, c'était en particulier les Tutsis qui étaient considérés comme des évolués, donc qui aidaient un peu l'administration à gérer le pays. En 1959, un parti politique qui s'appelle Parmehutu. Parmehutu, ça veut dire parti du mouvement de l'émancipation Hutu. Ce parti va faire ce qu'on appelle la révolution. Son chef s'appelle Grégoire Kayibanda. Ils vont faire une révolution, on appelle aussi la Toussaint rwandaise. Ils vont faire une révolution pour abolir, parce qu'au Rwanda, pendant toute cette époque, ils ont un roi qu'on appelle Mwami, comme Mwami ça veut dire roi en swahili. Ils abolissent la monarchie, ils créent la république et il va y avoir des massacres. Les Tutsis ont peur puisqu'ils sont massacrés, ils vont partir en exil en 1959. Et lorsqu'ils partent en exil, ils partent dans les pays voisins. À peu près 50 000 Tutsis, 60 000, en 1959, quittent le Rwanda pour venir au Congo. Parmi eux, il y a un certain Barthélemy Bisengimana, fils de réfugié, qui vient avec ses parents. Et puis, d'autres partent en Ouganda, au Congo, en Ouganda. Et parmi les gens qui partent en Ouganda, il y a un couple qui s'appelle, le mari s'appelle Deogracias Rutangabwa et sa femme s'appelle Osteria Rutangabwa. Ils traversent la frontière pour aller en exil avec leur enfant qui a 2 ans. Les petits réfugiés qui est né en 1957, en 1959, donc il a 2 ans. Ces petits garçons s'appellent Paul Kagame. Il va aller en exil en Ouganda. Il y a un autre garçon, lui là, c'est un bébé, il a quelques mois, qui va fuir aussi avec ses parents pour aller en Ouganda. Il s'appelle James Kabarebe. Donc, ces gens-là s'installent en Ouganda, les autres au Congo, les autres au Burundi et les autres en Tanzanie. On arrive à l'indépendance du Congo, 3e chapitre, avant-dernier chapitre donc. On arrive à l'indépendance du Congo. On va à la table ronde, 20 janvier 1960, 20 février 1960. La table ronde se passe bien. On décide de mettre en place des institutions, un président de la République, un gouvernement avec un premier ministre. Le premier ministre gère le gouvernement, un parlement avec 2 chambres, Sénat, Assemblée nationale, et des provinces avec des gouverneurs des provinces et des assemblées provinciales. Un peu le système qu'on a aujourd'hui. C'est ce qu'on adopte. Ce système est adopté dans une constitution provisoire adoptée par le Parlement belge qu'on appelle la loi fondamentale. Mais on décide que les animateurs de toutes ces institutions doivent être élus parce que le Congo, c'est un pays démocratique.
Les animateurs doivent être élus. Mais il va se poser un problème. Qui a le droit de voter? La Constitution, la loi fondamentale n'a pas parlé de la nationalité. Donc la question est ignorée dans la loi fondamentale, dans notre Constitution provisoire. Et la loi électorale va dire ceci. En fait, la question se pose par rapport aux populations qui parlent le Kinyarwanda. Une petite explication à ce sujet. Au Congo, on a 3 groupes de gens qui parlent le Kinyarwanda. Vous avez les Hutus, vous avez les Tutsis, vous avez les Ntwa. Les Ntwa, c'est les Pygmées. Comme vous le savez, les premiers occupants du Congo, c'était les Pygmées. Mais à chaque fois, la population des Bantous qui est venue les dominer, leur a imposé aussi la langue. C'est comme ça que les Pygmées d'Ingende parlent le Lingala. Les Pygmées de Mambasa parlent le Swahili. Les Pygmées de Rutshuru parlent le Kinyarwanda. C'est la langue des dominants. Donc vous avez ces 3 groupes, les Hutus, les Tutsis, les Twa. Et vous avez 3 catégories, 3 stades de nationalité. Parce que la constitution de Lulabour va dire ceci, est congolais celui dont les ancêtres étaient au Congo avant 1908. Ce n'est plus 1950, c'est 1908. Ça veut dire quoi? La constitution de Lulabour retire la nationalité à tous les transplantés. Ça va créer des troubles, des tensions à l'Est. 63, le président de la République, Joseph Kasavubu, va dissoudre le Parlement. Parce qu'il considère que les députés dérangent trop le gouvernement et son premier ministre, Cyril Adoula, avec des motions inutiles. Et deuxièmement, les travaux pour l'adoption de cette constitution de 64, on est en 63, n'avancent pas. Kasavubu dissout le Parlement, un groupe de députés lumumbistes, nationalistes, vont partir en exil au Congo-Brazza. Au Congo-Brazza, ils vont créer ce qu'on appelle le CNL, Conseil national de libération. Il dit qu'il faut libérer le pays. Le président de cette structure, c'est le secrétaire général du MNC Lumumba et ancien ministre de l'Intérieur de Lumumba. Il s'appelle Christophe Gbenye. Il s'installe à Brazzaville. En 63 toujours, l'ancien ministre de l'Éducation nationale de Lumumba, qui revient d'une formation de Chine, en Chine, entre ici, en 63, il va dans les Kwilu, il s'appelle Pierre Moulele. Et Pierre Moulele lance la première rébellion post-indépendante au Congo. Il commence la rébellion dans les Kwilu. En 64, Christophe Gbenye à Brazzaville considère que lui aussi, il ne peut pas rester comme ça, puisque Moulele a commencé la rébellion à l'ouest, lui il doit commencer la rébellion aussi à l'est. À Brazzaville, il va désigner 2 cadres de son organisation, CNL, pour leur demander d'aller aussi commencer la guerre à l'est. Les 2 cadres s'appellent Gaston Soumaïli, plus connu sous son sobriquet de Soumialo. Le 2e cadre à Brazzaville, qui est désigné à Brazzaville, s'appelle Laurent Désiré Kabila. Kabila, en 64, Kabila et Soumialo vont aller à l'est. Au mois d'avril 1964, les 2 messieurs lancent la guerre de l'Est et la guerre qu'on appelle la guerre de Maï Maï. C'est la première fois que le concept de Maï Maï apparaît. Pourquoi? Parce que leur armée, chaque unité de l'armée a un féticheur. Qui leur fait des gris-gris, qui leur fait porter des choses, ils deviennent supposés devenir invulnérables. Et lorsque vous allez au front, il ne faut pas reculer, il faut tout simplement crier Maï Maï. Maï, ça veut dire l'eau, Maï Maï. Et lorsque vous criez Maï Maï, les balles qu'on vous tire là se transforment en eau. C'est ce qu'on leur enseignait. Maï Moulele Maï Maï. Donc vous chantez Maï Moulele Maï Maï. Et la population commence à appeler ces gens-là les Maï Maï. Phénomène qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Mais puisque les militaires de l'armée nationale, l'ANC, sont paniqués, les bruits circulent comme quoi ils ne meurent pas. En très peu de temps, le CNL-Est va conquérir presque pratiquement tout l'Est du pays, 1/3 du pays, en partant du nord Katanga jusque dans la province orientale.
Les Maï Maï récupèrent tout ça. On les appelait officiellement les Simba, les lions. Ils récupèrent tout ça. Beignet, qui était à Brazza, arrive à Kisangani. Il se proclame président de la République populaire du Congo. Et il met en place son gouvernement. Le premier ministre Cyril Adoula ne s'en sort pas. Mobutu, commandant-chef de l'ANC, ne s'en sort pas. Kasavubu, dépassé. Et Mobutu va avoir une idée. Il va dire au président Kasavubu, monsieur le président, je pense que nous avons besoin d'un allié. Il nous faut un allié puissant, un homme à poigne qui a de l'expérience, qui a un réseau. Il peut nous aider à résoudre ces problèmes. Kasavubu lui dit, à qui tu penses? Il dit, moi, je pense à Moïse Tshombe. Où est Moïse Tshombe? Tshombe est en exil en Espagne parce qu'il a fait sa sécession là. Entre 60 et 63, les casques bleus sont venus le chasser, il est allé en exil en Espagne. Mobutu dit à Kasavubu, on peut récupérer Tshombe. Il dit, mais Tshombe c'est un sécessionniste. Il dit, non, 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 la politique est dynamique. Et on va envoyer des émissaires à Tshombe, lui expliquer qu'on a besoin de lui au pays. Tshombe revient ici en 1964. Il est nommé Premier ministre et Tshombe va lancer la guerre contre les rebelles. Mais Tshombe, quand il est parti, quand il a fait sa sécession, l'État indépendant du Katanga, il avait son armée, qu'on appelait la gendarmerie katangaise. Mais lorsque les casques bleus arrivent, toute cette armée-là, pratiquement les 2 tiers de l'armée a fui. Ils ont fui où? En Angola. Les gendarmes katangais. Et les Portugais ont récupéré ces Congolais là-bas, c'est des bons militaires. Les Portugais ont commencé à les utiliser pour faire la police en Angola. Et ils ont changé de nom. Là-bas, on les appelle les Diabos. Et Tshombe aussi, au Katanga, il avait des mercenaires. Jean Scram, Bob Denard, Mike Owara, tous ces gens-là ont fui. Après l'échec de la sécession. Quand Tshombe revient ici, Tshombe rappelle tout le monde. Les mercenaires débarquent à Kinshasa. Les Jean Scram, les Bob Denard arrivent ici. Et il a besoin de troupes. Il demande aux Angolais, mais renvoyez-moi mes militaires. Les gendarmes katangais reviennent au Congo. Et avec le soutien de la Belgique et surtout de la CIA, les Américains, Tshombe va reconquérir tout l'est du pays en faisant fuir les rebelles. Le 24 novembre 1964, donc au mois de novembre, Beignet, le président de la République libre et populaire du Congo, est dépassé. On l'attaque de partout. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, allez me chercher tous les blancs que vous trouverez dans la province orientale. Il y avait des missionnaires, des enseignants qui étaient là-bas, les fermiers. On va récupérer à peu près 2000 Européens qu'on amène à Kisangani. Beignet lance un ultimatum à la communauté internationale. Si vous osez encore m'attaquer, je vais massacrer tous ces otages-là. Et les Belges paniquent. Il dit, Beignet est fou. Il peut mettre sa menace à exécution. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va organiser, la Belgique et les États-Unis vont organiser une opération qu'on appelle opération Dragon Rouge, qui consiste à parachuter sur Kisangani des para-belges. Et le 24 novembre 1964, une opération combinée, les para-belges et la 5e brigade mécanisée du colonel Van der Wel attaque Kisangani et libère Kisangani. Mais Beignet a quand même eu le temps de tuer 200 Européens. Mais les autres sont libérés. Donc c'est la fin de la rébellion. Beignet, Olenga s'enfuient. Olenga, c'est le commandant en chef de la rébellion. Ils vont tous partir en exil. Donc tous les révolutionnaires partent en exil. Sauf un qui refuse de quitter le pays. Il dit, moi je continue la bagarre. Il s'appelle Laurent Kabila. Laurent Kabila va rester dans le sud Kivu, dans les montagnes. Et lorsqu'il reste là-bas, il va recevoir 2 renforts importants. Le premier renfort, c'est un parti politique rwandais qui s'appelle UNAR, Union nationale rwandaise. Le président de cette organisation, il s'appelle François Roukeba. François Roukeba est contre le pouvoir de Kayibanda, qui est à Grégoire Kayibanda, qui est au Rwanda. Il dit, moi je vais le combattre. Mais je ne suis pas assez fort pour combattre Kayibanda. Il vient voir Laurent Kabila et il dit, voilà, et ses amis, nous venons vous aider à libérer le Congo contre le pouvoir de Tshombe et de Kasavubu. On est en 64-65.
Lorsque vous allez gagner votre révolution, ça va aboutir. Vous nous aiderez aussi à aller chasser Kayibanda au Rwanda. Les accords sont signés, les documents existent. Deuxième renfort, c'est des Cubains. Au mois d'avril 1965, 100 Cubains débarquent dans le maquis de Laurent Désiré Kabila et le chef de ces Cubains, c'est le célèbre Ernesto Che Guevara. Che Guevara arrive, il dit non, moi je viens vous donner un coup de pouce, les impérialistes veulent jouer avec les Congolais, nous devons vous aider à faire la révolution. Donc Che Guevara arrive là-bas et les Rwandais, ils sont ensemble, ils se mettent à combattre contre l'armée de Mobutu. Quelques mois plus tard, Che Guevara et les Cubains vont partir et Guevara va écrire ses mémoires sur le Congo. Il commence par cette phrase, c'est l'histoire d'un échec. Il explique comment il a échoué au Congo. Et Che Guevara va partir pour lancer des foyers. Une autre guerre en Amérique latine, en Bolivie, c'est là qu'il sera tué. Donc, Laurent Désiré Kabila laisse dans son coin. Et c'est à ce moment-là que Mobutu fait son coup d'État. Mobutu devient président de la République, et puis il apprend qu'il sait, parce qu'il était le commandant de l'ANC. Comment Mobutu fait le coup d'État? Il explique au président Kasavubu, Monsieur le Président, est-ce que vous nous autorisez à commémorer le premier anniversaire de la libération de Kisangani? C'est en Lévis. On a vu que Kisangani a été libéré le 24 novembre 1964. Mois de novembre 1965, Mobutu demande la permission. Est-ce que, Monsieur le Président, je peux appeler les officiers pour qu'on commémore ça? Quand ça veut dire non, il n'y a pas de problème. Mobutu fait venir tous les commandants des grandes unités ici à Kinshasa. Ils vont à la cathédrale Notre-Dame pour faire le Te Deum, la grande messe des catholiques, pour remercier Dieu de ce qu'il a fait. En réalité, Mobutu, c'était un alibi pour amener tous les commandants ici. Et c'est ce jour-là que Mobutu proclame la déchéance du président Kasavubu et il fait son coup d'État, il prend le pouvoir. Mobutu devient président de la République. Il apprend, il sait que Laurent Désiré Kabila se bat à l'Est, mais il apprend qu'un groupe de Congolais sont en train de combattre les rebelles. Pourquoi? Dans la zone où évolue Laurent Désiré Kabila, avec ses militaires Tutsis rwandais et des Congolais, les Tutsis rwandais étaient des alliés. Il y a une autre population qui habite dans la zone qui sont aussi des Tutsis. Maintenant, la population a des difficultés. Comment distinguer les Tutsis qui sont avec Kabila et les Tutsis qui combattent Kabila? Et c'est à ce moment-là que la population va créer un mot pour désigner ces gens qui combattent Kabila. En Swahili, on dit ceux de Mulenge. Ils habitaient une localité qui s'appelait Mulenge. Ceux de Mulenge, en Swahili, ça donne Banya Mulenge. Et Mobutu va commencer à leur envoyer des armes, mais tellement ils sont en insécurité, Mobutu va prendre une partie de ces gens-là, des Banyamulenge, les déplacer pour les mettre en sécurité. Il va les déplacer vers Kalemi. Aujourd'hui, on les appelle les Banya-Viura, qui sont à côté de Kalemi là-bas. Donc voilà ce qui se passe en 66-67. On évolue. En 1969, Mobutu va nommer le premier ingénieur civil congolais formé, le premier ingénieur civil formé à l'Ovanium. Il s'appelle Barthélemy Bisengimana, que nous avons vu. Barthélemy Bisengimana était le président de l'association des étudiants rwandais à l'Ovanium. Donc tout le monde sait que Bisengimana est un Rwandais. Mobutu, il a confiance parce qu'il dit qu'il n'aura pas d'ambition au Congo. Mobutu va le nommer son directeur de cabinet. Barthélemy Bisengimana va rester directeur de cabinet de 1969 jusqu'à 1977. Pendant 8 ans. Et il sera l'homme le plus puissant du Congo à cette époque. La preuve en est que quand Barthélemy Bisengimana quitte le cabinet du président de la République, ses compétences qu'il exerçait, les attributions, vont être partagées entre le Premier ministre, les postes du Premier ministre qui vient d'être créés, les conseillers spéciaux en matière de sécurité et les bureaux politiques, les comités centraux. Donc c'était un homme vraiment puissant. Au mois de janvier 1972,
Barthélemy Bisengimana initie une loi. On a vu que la nationalité des gens qui parlent Kinyarwanda est toujours ambiguë. Et en 1972, il y a une loi qui est adoptée qui dit que les ressortissants du Rwanda-Urundi qui habitent le Congo, au plus tard, en 1950, sont des Congolais. À l'époque, sont des Zaïrois. Ça pose aussi des étincelles à l'est là-bas. Et en 1977, Bisengimana quitte le pouvoir. En 1981, les conseils législatifs, l'Assemblée nationale de l'époque, va annuler l'article 15 de la loi de 72 qui donnait la nationalité aux transplantés. Mais il ne s'arrête pas là. Le conseil législatif, l'Assemblée nationale va plus loin. Il décide que, et Congolais, celui dont les ancêtres étaient ici en 1885. La constitution de Lulabour disait 1908. Et ils disent non, 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 8 là, vous êtes encore gentil. On rentre en 1885. Donc, la question de la nationalité devient compliquée. Là, on est en 81. Et on quitte un peu le Congo parce qu'on va s'intéresser à ce qui se passe chez les voisins. En 1979, l'armée tanzanienne entre en Ouganda avec les rebelles ougandais pour chasser Idi Amin. Idi Amin Dada est chassé du pouvoir. On remet au pouvoir un ancien président qui s'appelle Milton Obote en 79. En 81, un collaborateur de Milton Obote décide, lui, de faire la rébellion parce qu'il n'est pas content de la gestion d'Obote. Il s'appelle Yoweri Kaguta Museveni. Il entre dans la bourse avec 26 camarades pour commencer la guerre. Et parmi ces 26 camarades, il a un ami rwandais qui s'appelle Fred Rugema, enfant des réfugiés rwandais qui ont grandi en Ouganda. Donc ils entrent dans les maquis, ils commencent à faire la guerre. Maintenant, Fred Rugema commence à sensibiliser les enfants des réfugiés rwandais. Pourquoi? Parce que la campagne d'Obote essaie d'assimiler Museveni et les Banyarwanda. Museveni n'est pas Tutsi, il n'est pas Munyarwanda. Museveni est membre d'une tribu qu'on appelle Banyankole. Mais c'est une tribu, disons, proche des Banyarwanda. Mais ce ne sont pas des Banyarwanda. La campagne maintenant du pouvoir dit c'est les Banyarwanda qui nous attaquent. Et on commence à déstabiliser les jeunes dans les camps de réfugiés. Et ça donne une occasion à Museveni de commencer à recruter ces jeunes-là. Surtout Fred Rugema, il va aller commencer à sensibiliser les jeunes. C'est ainsi que Fred Rugema va recruter un jeune garçon réfugié rwandais au nom de Paul Kagame pour l'amener dans la rébellion. Le petit frère de Museveni, qui s'appelle Salim Saleh, va recruter un jeune qu'il avait connu au niveau de... Je crois qu'ils étaient dans une même école. Le petit s'appelle James Kabarebe. Salim Saleh l'amène dans la rébellion. Le mouvement de Museveni s'appelle NRM, National Resistance Movement, avec leur armée, NRA, National Resistance Army. Ils font la guerre, et puis en 1986, les NRM de Museveni gagnent la guerre. Et ils entrent à Kampala, ils prennent le pouvoir. 1986. Mais lorsque l'armée NRA, l'armée ougandaise de la rébellion, entre à Kampala, ils sont à peu près 20 000 hommes. Sur les 20 000 combattants de la NRA, 5 000 à peu près sont des Rwandais. Des enfants des réfugiés rwandais. Ils prennent le pouvoir. Et Museveni, pour les remercier pour leur contribution, il va les nommer à des postes clés. C'est ainsi que les Deputy Chief of Military Intelligence, les chefs du renseignement militaire adjoint, est nommé, c'est le major Paul Kagame, qui devient le numéro 2 de la sécurité militaire en Ouganda. Le lieutenant James Kabarebe est nommé, il est AIO, Intelligence Officer, agent de renseignement, dans l'armée ougandaise. Donc ils vont évoluer comme ça, de 1986, mais plus le temps passe, les Ougandais commencent à murmurer, les vrais Ougandais. Ils disent, mais comment on peut accepter quand même dans notre pays, tout le monde sait que ces gens-là, c'est des Rwandais, ils ont des positions clés. Donc il y a une tension qui commence à monter au sein de l'opinion ougandaise.
Museveni dit, ça m'amènera des problèmes, ça. Il faut que je me débarrasse de mes alliés qui deviennent encombrants. La meilleure façon de se débarrasser de ces anciens alliés, c'est de les aider à rentrer chez eux. Et c'est ainsi qu'ils vont créer, Fred Rugema va créer une structure politique qui va appeler FPR, Fonds patriotique rwandais, avec une branche armée qui s'appelle APR, Armée patriotique rwandaise. Et le 1er octobre 1990, avec soi-disant des équipements volés à l'armée ougandaise, Museveni a dit, oui, ils ont volé. En réalité, on sait que Museveni avait fermé les yeux. Ils vont prendre des armes, des jeeps et tout. À peu près 3000 combattants traversent la frontière rwandaise avec l'objectif de prendre Kigali en 5 jours. Et ils avancent. Arrivés à 70 km de Kigali, le président Habyarimana, Juvenal Habyarimana, ne sait plus quoi faire. La seule solution qui lui reste, c'est d'appeler au secours. Mes ennemis sont à 70 km de Kigali. Si tu ne m'aides pas, c'est fini. Mobutu va mobiliser la DSP et une unité de commando formée à Kisangani, sous le commandement du général Mayele. Ils vont traverser, aller au Rwanda. Et Mayele, la DSP, donc les militaires congolais, avec le soutien de la France et de la Belgique, qui sont à Kigali pour protéger les expatriés, Mayele et les phares, les forces armées rwandaises, revigorées par la présence des Congolais, ils vont faire battre en retraite l'armée de Kagame, jusqu'à la frontière ougandaise. La première guerre du Rwanda a échoué parce que l'armée congolaise, l'armée zaïroise à l'époque, est intervenue au Rwanda. Donc là, les Rwandais rentrent chez eux, mais dans la gestion de l'après-conflit, comme vous le savez, il y a eu toujours des débordements, quelques militaires congolais ont pillé à Kigali, et puis bon, on leur a demandé de partir. Ils sont revenus. Et j'ai oublié, le 1er octobre, lorsque l'attaque est lancée, le 2 octobre, juste le lendemain de l'attaque, les chefs du FPR, le général Fred Rugema, est tué dans des conditions mystérieuses. On dit que c'est un règlement des comptes, un problème de leadership entre les FPR. Lorsqu'on informe Museveni qu'on a tué Fred Rugema au front, il va envoyer un message directement à son protégé, Paul Kagame, qui est aux études aux États-Unis. Il dit, arrête tes études, reviens, ici ça ne va pas, il vient de tuer Fred Rugema, tu dois revenir. Paul Kagame revient et Museveni l'impose à la tête du FPR. Certains officiers ougandais me disent même qu'il y a eu quelques résistances, les Ougandais ont été obligés de faire les ménages pour faire place à Paul Kagame. C'est comme ça que Paul Kagame devient le chef du FPR. La guerre reprend en 1992. Ça, c'est Habyarimana. La guerre reprend en 1992. Il y a eu des accords, ça s'arrête à un moment, ils vont aller négocier. Bon, pour aller vite, en 1993, les FPR et les pouvoirs de Kigali signent un accord qu'on appelle les accords d'Arusha. Accord d'Arusha, cessez le feu, on accepte que les FPR va apporter 40% de la nouvelle armée, parce qu'il faut intégrer l'armée. Les militaires du FPR, donc l'APR, ont un quota de 40% des militaires et 50% d'officiers. Et des postes ministériels, par exemple, le ministère de l'Intérieur, c'est le FPR qui va avoir ça. Donc, on se met en place pour faire un gouvernement de transition. Il se pose un problème, les extrémistes des deux camps ne sont pas satisfaits par cet accord. Les extrémistes du FPR considèrent qu'au lieu qu'on nous donne un quota de 40%, on a la capacité de prendre tous les pouvoirs. Continuons la guerre. Les extrémistes du côté Hutu, le pouvoir d'Habyarimana, considèrent qu'il n'est pas besoin de négocier avec ces gens-là.
Il faut en finir par la guerre. Et la situation va se dégrader, les tensions arrivent. Et puis le 6 avril 1994, vers 18h, l'avion présidentiel, le Falcon 50 d'Abiyarimana, qui revenait d'une conférence de la Tanzanie, est abattu au-dessus de l'aéroport de Kigali. 30 minutes après que cet avion soit abattu, les barrières sont déployées dans Kigali et partout dans la ville. Ainsi débute le génocide rwandais. La chasse aux Tutsis. On commence à tuer sauvagement. Les gens du Kivu commencent à voir arriver sur les rives du lac Kivu des cadavres, des gens qu'on a coupés à la machette et tout et tout. Et c'est ainsi que débute le génocide rwandais. Ces génocides, lorsque les génocides commencent, le FPR va mettre un terme au cessez-le-feu, reprend la guerre. Et donc vous avez la guerre qui reprend et les génocides qui se commettent en même temps. Ça évolue, les génocides a pris à peu près 3 mois. Les Français vont monter une opération qu'on appelle l'opération turquoise. Pour les Français, c'est aller protéger les civils et empêcher la poursuite du génocide. Pour les FPR, ils considèrent que l'armée française est venue protéger les génocidaires pour leur permettre d'aller au Zaïre. Parce que la zone turquoise, c'est la zone frontalière avec le Congo. C'est ainsi que des millions de gens, toute l'administration rwandaise, l'armée rwandaise et une grande partie de la population rwandaise va traverser la frontière et entrer au Congo. Ils vont s'installer dans le nord Kivu et dans le sud Kivu. D'immenses camps de réfugiés. Il y a même un camp, je crois que le camp de Mugunga, qui avait plus d'1 million de personnes. Le plus grand camp de réfugiés à l'époque au monde. Le Congo va commettre 2 erreurs qui paiera très cher. La première erreur n'est pas procéder au désarmement systématique de tous les réfugiés, surtout les militaires. La deuxième erreur, les conventions internationales exigent, lorsque vous accueillez des réfugiés chez vous, de les éloigner d'au moins 50 km de leurs frontières. Les Congolais laissent les réfugiés rwandais s'installer pratiquement à la frontière rwandaise. Et l'histoire d'aujourd'hui va s'arrêter là, parce que là, on va entamer un autre chapitre qui va nous conduire à la guerre de 1996, la guerre de 1998. Mais le peu que je voulais vous dire, l'histoire de relations entre le Rwanda des origines jusqu'à 1994, je vous remercie. Congo Avenir. Mboka ya Bakongo.